Bonjour à tous, bienvenue sur Télébilingue pour Info Été. Tout au long de cette semaine, on vous parle agriculture et plus précisément agriculture en pleine mutation. Faire cohabiter la biodiversité et la rentabilité dans un même champ, c'est le défi que s'est lancé la Haute École des sciences agronomiques, forestières et alimentaires. Elle s'est servie du Célinde comme laboratoire pour y mener des essais durant 4 ans. Là, c'est l'heure du bilan. Alors, on a rendez-vous avec David Kilchenman, qui fait partie du projet. Vous nous avez donné rendez-vous dans un champ de maïs à Otisville. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Dans le projet, on teste avec les agriculteurs sur leur surface de différentes procédures pour augmenter la biodiversité. Comme là dans le maïs, avec ce sous-semis qui a des différentes espèces de trèfles dedans pour, comme je dis, augmenter la biodiversité dans le champ et pas à côté. Je vous propose qu'on aille dans le détail dans un instant, mais tout de suite, l'actualité du jour. Un combat devant le port. Un îlot d'herbe marine se trouve au large de Teufelen et Moringen. Les bateaux font des détours pour ne pas rester embourbés. Le soleil donne le sourire aux producteurs d'énergie. Les panneaux solaires fonctionnent à plein régime, mais demandent une attention particulière avec les températures élevées. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et je suis maintenant presque 30 ans sur le lac. Le plaisancier de Teufelen nous emmène vers un des nombreux restes de ce tapis d'algues qui flottait devant le port du village depuis 2 semaines. La commune a dû faire appel à une société pour en dégager l'entrée et ça coûte vite cher. C'est clair que les travaux dans le port et à la plage, ça c'est dans les budgets. Et on est bien, mais extérieur du port, la masse qui est là, un spécialiste m'a dit c'est au moins 1 à 2 mois de travail qu'il faut faire pour nettoyer tout le tapis et ça coûte 100 000 balles, vite 100 000 balles. 4 employés de la commune sont à l'œuvre pour libérer la plage des algues. Si le nettoyage des rives appartient à la commune, le lac serait une affaire cantonale et Adrian Hutzli aimerait bien que le canton prenne les choses en main. J'ai contacté le canton. Je comprends en guillemets que la loi qui existe pour le moment ne lui oblige pas de réagir, mais je dis ça c'est quelque chose qui vient pour le futur de plus en plus et il nous faut faire quelque chose avec la loi que le canton il prend charge de ce devoir. Face à cette affirmation, le directeur des travaux publics et des transports du canton de Berne, Christophe Neuhaus, confirme par téléphone qu'il n'existe pas de base légale pour ces travaux. Il précise qu'il n'y a pas de changement prévu pour le moment car le canton évite actuellement des charges supplémentaires. Chez les plaisanciers, l'inquiétude est de revoir ce phénomène. Je pense que c'est aussi un peu à cause de l'eau, il est très propre. C'est à cause de ça qu'il y a aussi des algues. J'ai lu ce matin, il y a aussi beaucoup de nourriture à cause de l'eau de l'année passée. Mais ouais, je pense oui, ça peut arriver que ça retourne l'année prochaine. Ouais. Avec les orages annoncés dans la soirée, les îlots d'algues qui se déplacent avec le vent pourraient bien prendre le large en direction de l'île Saint-Pierre. La plage de Teufelen que vous voyez ici derrière moi est bien vide pour un mois d'août. Les quelques baigneurs qui sont quand même venus m'ont expliqué ne pas avoir été dérangés par les quelques algues. Les travaux publics viennent de finir de les déblayer. Ils ont en tout enlevé 5 remorques d'algues de la plage. On m'a aussi raconté l'histoire d'un plaisancier qui était sur le lac de Bienne le soir du 2 août et s'est retrouvé bloqué au milieu de cette île d'algues. Il a pu être dégagé le lendemain matin par un pêcheur. Une nouvelle sportive. Coup dur pour la descendeuse de 32 ans Camille Balanche. Elle s'est fracturé la clavicule lors d'un entraînement au Canada. L'accident de l'habitante de Macolin est d'autant plus amer qu'elle est actuellement en tête de la Coupe du Monde. Elle devrait manquer le reste de la saison, y compris les championnats du monde, dans 3 semaines. Sur les réseaux sociaux, la cycliste a réagi de manière contrastée. Elle écrit « Shit happens », mais elle reste fière de sa saison jusqu'à présent. Le photovoltaïque, en ce moment, ça fonctionne. Sur le Mont Soleil, les plus de 10 500 panneaux solaires produisent une bonne quantité d'énergie grâce à la météo extrêmement ensoleillée.
Mais comme le montre l'aiguille qui se trouve au milieu de ce cadran, la production n'est pas à son maximum. Pierre Berger nous explique pourquoi. C'est la lumière qui nous donne l'énergie pour produire. Et actuellement, nous avons des températures chaudes, alors ça nous empêche quand même de produire un maximum. Et on a une petite perte de production de ce côté-là, mais c'est quand même le grand beau temps qu'on a ces derniers jours qui nous donne la bonne production. Lorsque les températures sont aussi élevées, le degré d'efficacité du module baisse car il doit travailler la chaleur. Les responsables du parc éolien s'attendent tout de même à un bon été. Pour le moment, on produit presque 500 kW. Et si la météo reste bonne jusqu'à la fin de l'année, on va produire environ 10% de plus que la moyenne de ces dernières années. L'énergie produite ici est injectée dans le réseau public et permet d'alimenter chaque année l'équivalent de 130 foyers de 4 personnes. Cette installation-là approvisionne environ 75 foyers. Elle a été installée il y a 5 ans sur le toit de l'école à Porte et est en train de battre son record de production d'énergie, ce qui profite aussi à l'exploitant. On avait calculé une production de 275 000 kWh et on a déjà dépassé les 300 000. La différence, on peut bien sûr la vendre. Quelques kilomètres plus loin se trouve l'une des plus grandes centrales solaires sur le toit d'un stade au monde. Il s'agit de la Tissot Arena. Ici aussi, la production actuelle est supérieure à la moyenne. La plus grande partie de la production d'énergie est directement utilisée par le bâtiment et d'après David Ecrota, c'est très bien comme ça. Tout le courant photovoltaïque qui est produit peut être injecté dans le réseau, on n'a pas d'impasse. Mais c'est clair, ce qu'il faut faire, c'est vraiment l'autoconsommation, prioriser l'autoconsommation, donc utiliser le courant sur place, où est-ce que le courant est utilisé ou est produit, et après injecter la surproduction dans le réseau. Il ne faut pas se leurrer, cette production d'énergie photovoltaïque ne suffira pas à nous mettre à l'abri d'une possible pénurie d'énergie cet hiver. En Suisse, le solaire ne couvre qu'une petite partie des besoins énergétiques. De retour au milieu de notre champ de maïs à Otisville avec David Kilchenman de la Haute École des sciences agronomiques, forestières et alimentaires. Juste avant, vous nous avez parlé de vos études du sous-semis. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail? Quelles sont les différentes pistes? Ici, par exemple, dans le maïs, normalement, on a un sol nu entre les plantes de maïs. Et puis, un sol nu, c'est pas bon pour les êtres vivants. Mais même pas pour la protection de ressources. C'est là où on met le sous-semis entre les rangs du maïs pour améliorer ces points. Le sol nu, sous-entendu, traité chimiquement? Pas obligé, mais si sol nu, c'est jamais quelque chose de bien. Pour la biodiversité? Ouais. C'est indépendant de le système de production. Sol nu, ça existe aussi dans la production bio, mais ça existe aussi dans la production conventionnelle, quoi. Et alors, dans les différents sous-semis que vous avez testés, quel est le plus performant selon vous pour la compatibilité entre biodiversité et rentabilité? La meilleure procédure juste à présent, c'est de faire un désherbage sur le rond de maïs. Ça veut dire qu'on a environ là, les 30 cm à côté de le maïs qui sont propres. Et puis comme ça, on a à cette distance entre le maïs et le sous-semis. Et puis comme ça, on peut garder l'effet de la biodiversité de le sous-semis, mais en même temps, on n'a pas une grande concurrence sur le maïs. Vous avez parlé distance. Dans les champs, c'est aussi important? Oui, l'espace, c'est important. Si on regarde sur l'alouette, là, on a besoin de l'espace pour qu'elle peut être dans le champ. Mais même pas trop d'espace. On a aussi une mesure dans le blé où on fait de l'espace artificiellement
pour que l'alouette peut aller dedans le champ. D'accord. Parmi tous vos essais que vous avez faits ici dans le Seeland, vos résultats, vous en avez déjà pas mal. Est-ce que vous pouvez dire que oui, la biodiversité et la rentabilité sont compatibles? On peut les faire cohabiter? Il faut dire que c'est difficile d'avoir les deux sur 100%. C'est souvent comme ça que le risque d'une diminution de rendement dans le maïs est augmenté si on plante un sous-semis dedans. Parce qu'on a des facteurs qu'on ne peut pas influencer. On a le site avec les mauvaises herbes, l'histoire du champ, on a le météo qui peut déranger le maïs, mais qui peut améliorer le sous-semis. Comme ça, on a plus de concurrence sur le maïs de le sous-semis. C'est pas beau comme ça. Et le troisième facteur, je dis, c'est l'agriculteur avec son management. Il peut influencer aussi fortement comment sont les résultats après. Vous avez parlé de l'agriculteur. Le retour que vous avez de la part des agriculteurs où vous menez vos essais, il est bon? Il est pas mal, oui. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont intéressés dans des projets où on peut augmenter la biodiversité. Surtout si on dit le but c'est de ne pas perdre le rendement. Et puis c'est ça ce qu'on essaye de faire là. Et puis on est sur un bon chemin dans ce sujet-là. Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour motiver encore davantage les agriculteurs à passer à plus de biodiversité dans leurs champs? C'est vrai, c'est une difficile question. Parce qu'on sait, sur le point de vue écologique, il n'y a rien à discuter, c'est une augmentation pour la biodiversité, quoi. Mais sur le point de vue économiquement pour l'agriculteur, c'est difficile parce que les coûts de procédure sont plus hauts que le traitement standard. Et puis les rendements, ils sont un peu plus faibles ou comme je dis, il existe un plus grand risque pour le maïs. Là. Donc, pour moi, une chose qu'on peut faire, ou on doit faire pour améliorer les intérêts des agriculteurs, c'est de leur donner quelque chose comme assurance de risque, comme par exemple une contribution de surface dans le système politique agricole, quoi. Après 4 ans d'essais pratiques dans les champs du Seeland, vous en êtes où dans le projet? On est à peu près à la fin des essais sur les exploitations et puis maintenant c'est le focus sur le transfert dans la pratique. Comme ça, on va faire des papiers de guidance. Une sorte de mode d'emploi pour l'agriculteur? Voilà, exactement ça, oui. Et puis, ouais, c'est plus ou moins ça qu'on va encore faire. Eh bien, on vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup David Kilchenman pour toutes ces explications. Juste avant, vous nous avez parlé du redressement de la population de l'alouette des champs. Eh bien, je vous propose de retrouver la porte-parole de la station ornithologique suisse Chloé Pang qui va nous en dire un peu plus. Chloé Pang, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'alouettes des champs par ici? Alors aujourd'hui, pas tant que ça, mais certainement qu'elles sont cachées quelque part dans le champ. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi elles se plaisent particulièrement dans ce type de configuration? Alors il faut savoir que l'alouette des champs, c'est un oiseau qui est originaire des steppes. Donc ce qu'elle aime, c'est les paysages qui sont ouverts, avec une végétation basse et éparse. Ce qu'elle n'aime pas, c'est les grandes structures, donc les forêts, les agglomérations ou les lignes électriques. Elle niche au sol, donc c'est pour ça qu'elle a besoin d'une couverture avec de la végétation pour protéger son nid des prédateurs. Et elle va aussi chercher sa nourriture au sol. Donc elle mange des végétaux, des graines et en saison de nidification,
aussi des insectes et des araignées. Est-ce que vous constatez que la population de l'alouette des champs est encore en augmentation? Alors malheureusement non, l'alouette des champs c'était un oiseau qui était encore très commun jusqu'à il y a quelques années. Et ça fait depuis plusieurs décennies que les effectifs se contractent fortement, que la densité baisse. Selon les régions, c'est même de 50 à 80%. Donc c'est un recul qui est plutôt dramatique. Et en fait, ça, c'est dû à la raréfaction de ces habitats. En fait. Des habitats qui lui conviennent en Suisse, on n'en trouve plus tant que ça. On parle biodiversité dans cette émission et de ce type d'agriculture qui pourrait favoriser un retour de l'alouette des champs. Pourquoi elle aussi a un rôle positif dans ce cycle de biodiversité? Alors la biodiversité, la nature, c'est un système complet qui fonctionnait déjà avant que nous, l'humain, on fasse des modifications. Donc l'alouette des champs, elle va manger les insectes que parfois les agriculteurs veulent se débarrasser avec des pesticides. Là, on a une espèce de pesticide naturel. Elle mange aussi des végétaux, donc elle va aussi participer à désherber. Et en fait, elle a tout à fait sa place dans un équilibre naturel de fonctionnement normal, on va dire. Vous, en tant que représentante de la station ornithologique suisse, vous constatez d'autres points positifs ou négatifs par rapport à l'agriculture? Alors l'agriculture, c'est un point chaud de la biodiversité, on va dire. C'est un habitat pour énormément d'oiseaux. Donc en Suisse, on parle de plus de 40 espèces qui nichent dans les milieux cultivés. Et sur ces 40, il y a plus de la moitié qui est sur la liste rouge, donc qui est menacée. Et ça, c'est une situation qui malheureusement ne s'améliore pas. Donc il y a énormément de champs où on peut agir dans l'agriculture. Donc vous soulignez positivement ce genre d'initiative de scientifiques qui essayent de trouver des pistes pour pouvoir faire cohabiter tout le monde. Oui, tout à fait. Donc nous, on essaie de travailler main dans la main avec les agriculteurs et ce projet, on est aussi partie prenante. On essaie de faire de la recherche pour voir ce qui pourrait convenir à l'alouette des champs. Et ce qui est intéressant avec ces sous-semis, c'est que ça offre une couverture complète du sol. Donc, un champ de maïs qui n'aurait pas ces sous-semis, l'alouette des champs, elle a beaucoup de chances d'avoir son nid qui est victime des prédateurs en fait. Et du coup, avec des mesures comme ces sous-semis, ça permet de lui offrir plus de protection. Et donc, on s'attend à ce qu'elle colonise plus et qu'elle revienne en nombre dans ce type de champ. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres où l'agriculture peut venir en aide aux oiseaux. L'exemple d'une collaboration fructueuse, et surtout pour l'alouette des champs qui nous a intéressés aujourd'hui. Merci beaucoup Chloé Pang pour ces détails. Voilà, c'était le dernier épisode de cette semaine consacrée aux innovations dans l'agriculture. La semaine prochaine, un tout autre sujet. On part à la rencontre d'artisanes et artisans de la région aux talents rares. Bonne continuation de programme sur Télé Bilingue et à bientôt.